Elle a quitté une belle carrière qui lui tendait les bras en France pour rentrer dans son pays, le Cameroun, lancer un business dans les crypto-monnaies. Oui, aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaies comme étant un investissement alternatif dans lequel nous pouvons réellement faire de l'argent de manière sécurisée. Aujourd'hui, nous allons discuter avec une dame spécialiste dans le domaine de la technologie et de la finance et qui a créé une entreprise qui, tenez-vous tranquille, a levé 10 millions de dollars en quelques années seulement. Nous allons voir ensemble quelles sont les opportunités qu'il y a dans la crypto-monnaie, comment identifier les bonnes des mauvaises crypto-monnaies, comment identifier des arnaques. Elle vous donne dans ce podcast 2 éléments factuels pour pouvoir vérifier qu'une crypto-monnaie est pertinente ou pas. Et surtout, cette vidéo est une réelle masterclass en gestion des finances. Vous allez comprendre comment les placements fonctionnent. Vous allez comprendre quelques produits financiers et surtout comment faire pour pouvoir diversifier votre argent avec plus ou moins de risques. On va parler de taux d'intérêt entre 5 et 8%, accessible, assez simple. Mais surtout, vous allez comprendre comment il est possible pour la diaspora, mais aussi les personnes qui sont sur place, de financer le développement. Nous allons comprendre comment l'argent que nous disposons peut servir à construire des routes, des hôpitaux, et véritablement impulser un réel développement chez nous. On ne peut pas continuer à se plaindre que des Occidentaux viennent et financent les économies africaines quand nous en avons la possibilité. Nous ne le faisons pas. Et dans cette interview, vous allez comprendre comment, finalement, même avec peu d'argent, 1000 francs, on peut commencer déjà à contribuer à faire que les choses changent. C'est vraiment une véritable leçon de gestion des finances et de diversification de son portefeuille, notamment au travers des crypto-monnaies. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Nelly Chatuie-Diop, parce qu'il s'agit d'elle, sera avec nous à Paris le 30 septembre et le 1er octobre 2023 à Back to Africa dans un panel dans lequel elle va aller beaucoup plus loin que ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc, réservez rapidement vos places. Dans la barre de description, vous avez les liens qui vous permettent de prendre vos places pour être avec nous en septembre. Il y a encore des tarifs promotionnels applicables en ce moment. C'est donc le meilleur moment pour rejoindre le bateau. Les amis, ça commence petit à petit à se remplir et vous ne voulez juste pas qu'on vous raconte cet événement. Vous ne voulez juste pas qu'on vous raconte ce qui va se passer en France du 30 septembre au 1er octobre. Vous devez être là par vous-même. Nous avons cette année encore pensé aux étudiants et aux personnes qui sont en recherche de travail. Si vous êtes concerné par cette catégorie, vous nous contactez au numéro qui s'affiche avec la preuve du fait que vous êtes étudiant ou en recherche de travail et nous vous ferons un tarif correspondant. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue à C'est juste une question de temps, le podcast qui parle de gestion des finances avec des money makers, les personnes qui font l'argent sans complexe, sans tabou. Parce qu'avec l'argent, c'est toujours une question de temps. Avec le temps, on en gagne plus ou alors avec le temps, on perd ce que l'on a. Je ne vous en dis pas plus, allons rejoindre Nelly. C'est parti. Bonjour Nelly. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice du podcast pour parler d'argent, de gestion des finances. Est-ce que tu veux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, c'est un plaisir d'être ici. Donc Nelly Chatuie-Diop, je suis la fondatrice et CEO de Ejara. Je suis à la base ingénieure en informatique et j'ai exercé comme telle pendant plus de 15 années. Notamment dans des conseils d'administration, comités exécutifs, plutôt ici en Europe. Et je suis rentrée m'installer dans le continent en 2020 pour me lancer dans cette aventure. Mon expertise est plutôt intelligence artificielle et blockchain. Donc, c'est évident que j'allais entreprendre dans mon champ finalement d'expertise. Donc voilà, Ejara, c'est une fintech qui aspire à démocratiser l'accès à l'investissement et à l'épargne en Afrique francophone, mais aussi pour la diaspora. Et tout ce parcours m'a valu récemment le prix Margaret Entrepreneur pour l'Afrique, dont je porte la broche aujourd'hui. Alors justement, très bien, c'est quoi le prix Margaret ? En fait, le prix Margaret a été lancé par les JFD, une association qui organise la journée de la femme digitale, dont le but est de mettre en avant des femmes qui sont entrepreneurs dans l'écosystème numérique. Et pourquoi ça s'appelle Margaret ? C'est en honneur à Margaret Hamilton. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Les femmes de l'ombre, celles qui ont codé, suivi les grosses... Voilà, exactement. Le programme Apollo. Voilà, il y avait énormément d'ailleurs d'ingénieurs noirs, de femmes noires. Et voilà, donc c'est en honneur à Margaret Hamilton, qui est une de ces femmes-là, qui a participé finalement au lancement sur la Lune du programme Apollo.
Je me rappelle juste d'un des passages du film, c'est les femmes qui devaient traverser tout le couloir, le hall pour aller uriner parce qu'elles ne pouvaient pas uriner avec les toilettes des blanches. Exactement. Oui, effectivement, très marquant. Et pourtant, c'était des vrais génies en mathématiques. Tout à fait. C'est les premières, finalement, ingénieurs en informatique, tel qu'on le définit de nos jours, software engineering. Et d'ailleurs, le mot software engineer a été inventé par Margaret Hamilton. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Ok, d'accord, très bien. Ejara, aujourd'hui, puisqu'on parle de tes nombreuses réalisations et records, Ejara, aujourd'hui, à moins que ce soit déclassé, mais est encore considéré comme la plus grosse levée de fonds en Afrique francophone, subsaharienne. Tout à fait. En tout cas, levée de fonds en termes d'equity, parce qu'il y a d'autres entreprises qui ont peut-être levé légèrement plus, mais il y avait beaucoup de dettes aussi dans le package. Donc aujourd'hui, tout à fait par hasard, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter peut-être aujourd'hui ou à un autre moment. Nous sommes encore la boîte en Afrique francophone qui avons levé le plus de fonds. 10 millions d'euros. En tout, voilà. D'abord 2 millions d'euros en seed, donc un amorçage, et un an plus tard, 8 millions en série A. Très bien, ok. C'est très bien tout ça. Oui, on est ravis. Non, merci à l'équipe. Donc, c'est team effort. Je ne saurais porter toute seule les lauriers. Voilà, tout à fait. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai beaucoup de chance d'être très bien entourée. Et ma fierté, c'est le fait que ce sont des Africains qui réalisent ce projet-là pour les Africains. On ne peut pas aller dans les Justement, qui te finance? Ce sont des Africains? Non, ce ne sont pas les... Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique anglophone, surtout côté Nigeria, Afrique du Sud, ils sont vraiment déjà dans cette deuxième ou troisième vague d'investissement dans la tech, où, comme il y a déjà eu des événements de liquidité, c'est-à-dire ou des fusions-acquisitions, ou des ventes, ou des listings de start-up de cet écosystème-là et qui ont apporté finalement de l'argent aux premiers investisseurs, on a déjà beaucoup d'investisseurs locaux, même d'industriels qui croient en la tech, qui croient en la jeunesse. Nous sommes vraiment à la première vague de ce type d'entreprise qu'on appelle start-up tech. Donc, on ne peut pas demander à nos papas qui ont commencé à faire, qui sont dans le commerce et tout ça, de croire en nous. Ils ne savent même pas ce qu'on fait. Et beaucoup, finalement, de business angels en local ont eu des désagréments avec des start-up parce que ce soit les start-upers ou même les business angels, il y a cette culture, finalement, financière, comment faire une due diligence et tout ça qui n'est pas encore existante. Donc, aujourd'hui, Ejara est plutôt financé par des fonds américains, japonais pour la deuxième levée et en gros asiatique. Voilà. D'accord. Donc on comprend un peu mieux maintenant pourquoi ce sont encore, malheureusement, ou plutôt heureusement d'ailleurs pour les startups, des financements étrangers qui viennent travailler sur la technologie en Afrique. Tout à fait. Plus précisément, pourquoi est-ce que ta technologie suscite autant d'espoir? Qu'est-ce que vous faites chez Ejara? Oui, disons que chez Ejara, la blockchain, les cryptos ont beau exister depuis plus de 12 ans maintenant. Les cas d'usage, en fait, sont encore à découvrir et notamment les cas d'usage dans certains marchés. Quand je suis arrivée avec le projet Ejara, c'est un projet très novateur pour l'Afrique francophone, mais sous d'autres cieux, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, même en Afrique anglophone, il y avait déjà des startups à peu près similaires qui faisaient ce qu'on aspirait à faire, notamment à démocratiser justement ces actifs alternatifs avec beaucoup de succès. Donc pour les investisseurs, la proposition de valeur que je portais, de dire nous sommes une équipe, on a l'expertise sur la technologie, nous avons un marché qu'on appelle un océan bleu parce qu'il n'y a encore personne qui fait ce qu'on fait, comme on le fait. En plus, avec une innovation supplémentaire, le choix radical que j'ai fait il y a 3 ans, d'aller plutôt vers une sorte d'échange avec un portefeuille non dépositaire. Ça veut dire quoi exactement? Qu'à aucun moment, quand vous venez acheter des crypto-monnaies, par exemple, sur Ejara, Ejara ne détient vos crypto-monnaies. Donc, on vous propose finalement une sorte de coffre-fort digital dont vous avez tout seul
le code secret, le code d'accès. Et en Afrique, en fait, nous étions le premier portefeuille de ce type-là. On a beaucoup d'échanges, de plateformes d'échanges qui, finalement, vous pouvez voir sur votre portefeuille que vous possédez 0,1 Bitcoin, peut-être un Ethereum. Mais en fait, la plateforme centralise les crypto-monnaies de tous les clients. Et ça veut dire que dans l'entreprise qui centralise tout ça, il y a peut-être une personne, 5 personnes, 10 personnes qui peuvent à tout moment faire main basse sur vos cryptos. Ça ne veut pas dire que elles vont le faire, mais on a eu des cas comme FTX où en l'occurrence le PDG l'a fait et ça a fait s'écouler. Il s'est barré avec l'argent des gens. Ah oui, 32 milliards de valorisation. FTX, c'est une des plus grosses plateformes d'échange américaines, numéro 2 après Binance au niveau mondial. Et ça s'est écroulé parce que il a utilisé cet argent pour combler des trous sur une autre entreprise qu'il avait en pensant qu'il allait pouvoir se refaire. Et château de cartes s'est écroulé et voilà. Donc, wow. oui, non, mais ça existe. Hein, c'est pas alors que en fait, nous, juste pour bien comprendre, déjà, je pense qu'on est allé trop vite en besogne. Oui. Et Jara fait quoi concrètement en français? Donc, facile. Ijara aujourd'hui, c'est une application mobile Oui. qui vous permet ou d'épargner sur des actifs sécurisés, stables avec votre capital garanti, ou d'investir sur des actifs plus volatiles, type crypto-monnaie. Alors, en français, encore plus facile. Non, mais moi, j'ai compris. Mais je veux Bien vraiment sûr, j'essaye toujours de me mettre au niveau Bien sûr. des personnes qui n'ont aucune culture sûr. financière, pour lesquelles le mot actif ou de ceci n'est pas forcément très clair. En gros, quelqu'un qui a de l'argent. Tout à fait. Okay? De l'argent liquide. En francs CFA, puisque là, pour le coup, on est en zone Tout CFA. Vous lui proposez de faire quoi? De venir déposer son argent chez vous en contrepartie de crypto-monnaie? Voilà. Donc, sur la plateforme, en fait, il y a 2 sections. Oui. Sur la partie épargne, oui. vous avez 2 boutons, épargner et retirer. Vous oui. venez épargner, notamment sur des obligations d'État, donc sur la dette des États. Que les États lèvent, à hauteur avec une rémunération annuelle qui va de 5% à 7% suivant l'État, l'obligation que vous choisissez. Okay. Et donc, vous épargnez juste. Donc, vous payez par mobile money. Okay. Et vous détenez en fait une représentation. Donc vous détenez, on va dire, ces titres-là. Oui. Okay. Et tous les jours, vous voyez les intérêts que vous capitalisez. Mais évidemment, normalement, ces intérêts c'est une épargne rémunérée. Une épargne rémunérée. Okay. Voilà. Donc le taux entre 5 et 8% à peu près. Voilà, suivant l'obligation. Aujourd'hui, les obligations disponibles sont plutôt des obligations adossées à l'État du Tchad et c'est 5%. Mais ça va s'étoffer dans les semaines à venir. Côté investissement, vous pouvez acheter du Bitcoin, Ethereum ou alors des crypto-monnaies stables. Comme vous le savez, c'est très compliqué souvent d'avoir accès à des devises comme le dollar ou l'euro quand nous sommes en Afrique francophone, mais vous pouvez acheter des USDT qui sont des crypto-monnaies stables qui valent toujours $1, qui sont adossées au dollar, ou des EURL qui sont des crypto-monnaies stables qui valent toujours €1. Et pourquoi vous feriez ça? Ce serait quoi l'intérêt? L'intérêt principal que nous voyons avec pas mal de nos clients, c'est de payer leurs fournisseurs. De plus en plus de fournisseurs en Turquie, à Dubaï et ailleurs acceptent ces crypto-monnaies stables comme moyen de paiement. Donc, on a beaucoup de petits commerçants, de personnes qui viennent s'approvisionner pour pouvoir régler leurs factures. Et on a aussi des personnes qui sont dans une stratégie de diversification de leur monnaie, de se dire, finalement, quand vous êtes en Europe, vous pouvez avoir facilement accès à de l'euro, mais aussi avoir peut-être un peu d'argent en dollars, un peu d'argent en francs suisses. Des fois, vous pouvez jouer un peu entre les taux de convertibilité des différentes monnaies pour faire un peu d'argent. Mais on a de plus en plus aussi de personnes qui commencent à se dire, j'ai du franc CFA, je vais acheter un peu de USDT, un peu de EURL, ça me fait avoir plusieurs monnaies finalement dans une sorte de portefeuille très sécurisé. Donc en fait aujourd'hui tu adresses 2 cibles. Voilà. Tu adresses une cible épargnante, c'est-à-dire des gens qui veulent mettre leur argent de côté, c'est ça, de manière sécurisée, très bien, sur des rémunérations,
et tu adresses une cible qui, elle, va être beaucoup plus dans le besoin d'avoir des devises étrangères. Très bien, c'est pour ça. pouvoir faire des opérations à l'international. Ben, tu as très bien résumé. Est-ce Ok. que tu peux venir m'aider à diffuser le message? Non, mais c'est important, tu vois, de vraiment ramener ça à un niveau où tout le monde comprend très bien de quoi on parle et quel est Tout à l'intérêt, en fait. fait, de discuter avec toi Tout à fait. de gestion de finances. Parce qu'en fait, au final, c'est ce que tu es en train de demander aux gens, c'est de venir mettre leur argent chez toi. Aujourd'hui, sur le terrain, justement, allons-y. Est-ce Bien que les sûr. gens... déjà, à qui est-ce que tu t'adresses? Parce qu'on sait que dans nos pays, Oui. malheureusement ou heureusement, ça dépend de pour qui, Bien nos sûr. pays sont très peu bancarisés. Les gens à n'ont fait. pas de compte en banque. Tout à Très, fait. très peu de personnes. Quelques cadres, ainsi de suite. Mais fondamentalement, plus de, sans grand excès de me tromper, je pense plus de 70% de la population n'a pas de compte bancaire. Bien sûr. Déjà, d'après toi, pourquoi ce rejet du compte bancaire? Parce que ça fait quand même des années C'est que vrai. les banques sont dans nos pays, Bien sûr. qu'elles essayent année après année d'élargir l'assiette des personnes qu'elles peuvent bancariser à coup de publicité, de tout ce que tu veux, d'offres, ainsi de suite. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi les Africains ne vont pas mettre leur argent en banque? Ok. Première chose. Deuxième chose, même ceux qui ont les moyens de mettre l'argent en banque, parce que l'Afrique reste encore un continent dans lequel les gens ont énormément d'argent en liquide Tout à fait. chez eux. Tout à fait. On a vu des cas de figure de personnes qui se sont fait agresser et on a découvert chez eux des montagnes d'argent, Centaines de millions. des centaines de millions, et d'autres même qui ont eu des contrôles du fisc chez eux et on a découvert qu'ils avaient chez eux des milliards, Tout à littéralement, fait. en argent chez eux. Donc, pourquoi ce besoin chez les Africains? Pourquoi cette défiance, cette méfiance vis-à-vis des banques qui fait que les gens n'y vont pas? Bien sûr. Et quand on dit banque, on peut même mettre banque et microfinance Bien sûr. dans le même lot. Et en fait, les statistiques sont encore pires que ce que tu cites. En zone CEMAC, on compte 12% de personnes bancarisées, au sens premier, banque. Et en fait, je vais vous révéler peut-être une information que peu de gens savent. Quand on dit 12%, on compte le nombre de comptes bancaires. Donc, si on tombe en nombre d'individus, un Donc, ouais, nombre, on voilà. est beaucoup Donc, moins. Parce que les gens ont des comptes épargne, des comptes... bien voilà, sûr. exactement. Et une entreprise, souvent, a peut-être 5-6 comptes ou un individu dans plusieurs Tout à banques, ceux fait. qui ont les moyens de le faire. Donc, pourquoi? Déjà, ta phrase de dire les banques ont fait beaucoup d'efforts, il faut regarder les banques. On a des banques elles ont très peu d'agences déjà et elles n'ont pas tout le territoire. Souvent, elles sont situées en centre-ville ou alors dans des grandes villes et plutôt dans des quartiers D'affaires. choisis. Voilà. Et quand on est dans des pays où le secteur informel représente entre encore 45%, voire 60% du PIB, je ne suis pas sûre qu'on adresse vraiment les besoins en termes de proximité de ces personnes-là. Ensuite, les frais bancaires. Moi, je sais que la première fois que j'ai essayé d'ouvrir un compte bancaire quand je suis arrivée au Cameroun. La première banque, je ne vais pas citer le nom, je n'avais pas de relevé de salaire, je n'avais pas de fiche de paie et tout ça. Elle m'a dit, vous ne nous intéressez pas. La deuxième banque, quand j'ai vu au bout de un mois les frais aberrants prélevés et tout, je me suis dit, ce taux de 12%, il peut pas être vrai. Et c'est pour ça que j'ai commencé à creuser l'info. Donc, en termes de frais bancaires, en termes de mappage du territoire, en termes même de culture du service. Parce que quand on va à la banque et qu'on doit faire 2 heures d'attente juste pour pouvoir faire un virement, pour pouvoir sortir de l'argent de son compte, ce n'est juste pas possible. Donc voilà déjà les 3 raisons principales. Et la dernière raison, oui, termine. tout à fait. Quand on parle surtout de microfinance, on a plus de 500 microfinances en zone CEMAC, donc 400 au Cameroun. Tous les jours, on entend, surtout les dernières années, des microfinances fermées, partir avec l'argent des gens, qui sont souvent de l'argent épargné pour toute une vie. Donc évidemment, la confiance, elle se réduit en peau de chagrin, quoi. Et c'est normal. Alors, les banques, je crois qu'ils sont pas moins intelligents que d'autres, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Non. Pourquoi maintenir une politique aussi élitiste? Mais parce qu'elles se font de l'argent. Je vous invite. Oui, mais plutôt que de se faire, ok? Bien sûr. Plutôt que de se faire 1 million de personnes Bien sûr. à qui tu prends 20 000 francs, les banques comprennent bien que si je passe à 5 000, je peux m'en faire 15 000. Oui, 15 millions. Oui, mais ça prendra combien de temps, combien d'investissements en termes de marketing, communication? Quand je dis que les banques se font de l'argent, je vous invite vraiment à aller regarder les résultats
net en termes de profit de toutes les banques. Moi, nos banques sont des rentes, en fait, parce qu'elles se font tellement d'argent qu'il n'y a aucune pression pour pouvoir prendre ces risques-là, parce que c'est quand même un risque. Hein. Mathématiquement, c'est vrai, 5 millions de personnes avec 5 000 francs plutôt que 1 million à 10 000 francs, c'est mieux, mathématiquement. Mais l'effort pour y arriver, ça va demander quand même un investissement à un moment donné que peut-être personne qu'on n'a pas besoin de faire quand on a déjà des clients. Quand on est repu, on fait du profit, ça se passe plutôt bien. Donc pourquoi y aller? Et c'est là où les mobile money ont eu un grand rôle, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 60 millions de comptes mobile money, vu que des gens souvent 2, 3 numéros, maximum 3 numéros. Ne serait-ce que pour le Cameroun, on a entre 40 et 60 millions de comptes mobile money. J'imagine qu'à l'aune. 60 millions de comptes. Oui, tout à fait. Pour une population d'à peine 30 millions d'habitants. Exactement. Mais les gens ont 2-3 numéros. Donc, il suffit que vous ayez un numéro Orange, un numéro MTN, et vous avez déjà... voilà. Et à contrario, donc, qu'est-ce qui aurait fait que les mobile money explosent autant? C'est en fait qu'ils ont les avantages. Bien sûr, exactement. La proximité, le fait que c'est les frais par transaction. Voilà, c'est tout cette combinaison-là qui a fait... Et c'est vraiment facile. Même la maman du village peut le faire, en fait. C'est bon, les codes, elle apprend. Il n'y a pas de frais, ou très très peu. Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a moins de frais. En tout cas, tu n'as pas de frais de maintien de compte. C'est ça, il n'y a pas de frais de maintien. Le frais, c'est vraiment la transaction. C'est-à-dire, c'est quand tu fais quelque chose. Voilà, tout à fait. Et même si... Mais les banques ne pourraient pas s'inspirer de ce modèle? Mais je pense qu'elles essayent. On a eu les tentatives à Société Générale avec Yop Money. Yup, mais bon, ça s'est terminé comme on le sait. Côté Afriland, je crois qu'ils essayent avec Sarah. UBA est en train de lancer un projet Me to You. Donc les banques essayent, c'est pas faux d'essayer, mais il y a une culture, en fait. C'est comme quand on regarde en Europe. Mais le mobile money est venu, il n'y avait pas cette culture. Je veux dire, c'est arrivé, ça s'est imposé. Non, mais je veux dire une culture d'entreprise. Ok. Culture d'entreprise. Du côté des entreprises, ok. Parce que Philippe, regarde, même en Europe, on pourrait se dire, mais pourquoi les banques n'ont pas fait des néobanques, des Revolut, voilà. Mais parce que c'est pas la même culture, en fait. Oui. Cette culture du risque n'est pas... Une banque pense en premier lieu à la conformité. Elle pense en premier lieu à comment baliser tout cadrer, les processus et tout. Une fintech, c'est on y va à fond, on prend le maximum de risques, on va sur le terrain, on veut scale, on veut la growth, et voilà. Et comme on a moins à perdre, en fait, on prend plus de risques. Oui, bien sûr, fondamentalement. Voilà, tout à fait. Et la culture agile, on ne peut pas dire qu'en banque, il y a une culture très hiérarchique. Voilà, ce n'est vraiment pas la même mentalité, et les telcos qui avaient plutôt cette mentalité-là, ils y sont arrivés avec leurs produits. Justement, par exemple, ici en France, on a vu que des banques comme BNP ont essayé de suivre le pas en créant HelloBank, leur agence digitale. La Société Générale en France a créé Boursorama. Tout à fait. Je veux dire, les gros ont quand même senti qu'il y avait un filon là-dedans. C'est ça. Et se sont donné les moyens de le faire. Pourquoi en Afrique? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises africaines, notamment dans le domaine justement de la finance, sont très lentes à réagir. On a eu par exemple Express Union, je ne sais pas si tu te rappelles d'eux. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'ils existent encore. Hein. Mais non, mais en fait, Express Union a été tué par les mobile money. Et pourtant, il avait largement la place pour s'imposer sur ce marché et faire le switch. C'est vrai. Et là, par exemple, aujourd'hui, tu vois, des acteurs comme toi sont en train d'arriver. Mobile Money a donné Wave a donné voilà, ils ont donné un coup de balai un coup de pied dans la fourmilière. Et j'ai toujours l'impression que, comme tu dis, peut-être qu'ils ont tellement mangé qu'en fait, prenez des miettes, c'est pas grave. Non, mais sauf qu'aujourd'hui, au départ, c'était mais aujourd'hui, c'est plus des miettes. Aujourd'hui, le nombre de transactions, le nombre de transactions mobile money, c'est affolant. Plusieurs milliers de milliards. De toutes les façons, même les personnes qui ont des comptes bancaires, comme moi, je pense, les gens ont un compte bancaire, on utilise énormément les mobile money. Énormément, parce que
il y a des points partout, c'est pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas encore totalement, parce que même quand on parle de mobile money, si on prend le cas de Wave, par exemple, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, Wave est aussi venu disrupter dans certaines mesures. La manière de travailler jusque-là. Voilà, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des frais encore plus bas. Avec un modèle où le service client est meilleur, c'est instantané, c'est interactif, c'est scalé peut-être grâce à l'intelligence artificielle ou à d'autres techniques, en tout cas, qui sont inhérentes au numérique. Parce qu'on a beau dire, mobile money, c'est les telcos restent des compagnies de télécom. Ce ne sont pas des experts en numérique, en digital, en programmation. Oui, mémoire, l'univers des mobile money, de mémoire, c'était né en Afrique de l'Est, je crois, au Kenya. Oui, c'est ça, avec M-Pesa. M-Pesa, c'est une telco en 2007. Voilà, oui, parce que ça vient de Safaricom. Ok, d'accord. Ok. Parce que je me demandais, qu'est-ce qui fait? Parce que Wave, par exemple, Wave, c'est pas une du telco. Tout. C'est une fintech. Voilà, tout à fait, pas du tout. Et c'est pour ça que pour une fintech, déjà souvent on s'adosse aux API qui sont donnés, disponibles. Et le niveau d'après, comme Wave a fait, c'est d'aller obtenir son propre agrément pour devenir un mobile money et pouvoir gérer finalement ces transactions et avoir une attitude plus grande sur les frais. Parce que quand on a des partenaires, du coup, ils prennent leurs frais, on doit prendre des frais au-dessus. Et ça nous oblige aussi à avoir un service d'une excellence irréprochable, puisque pour les frais que les gens doivent payer, souvent qui ne dépendent pas totalement de nous, il faut être irréprochable par ailleurs pour que la valeur perçue soit en adéquation avec le prix que les gens déboursent pour pouvoir acquérir le service ou le produit. Alors aujourd'hui, on a eu effectivement l'épisode dont on vient de parler avec les mobile money. Les crypto-monnaies sont arrivées. Tout à fait. Comment tu penses que les Africains ont accueilli les crypto-monnaies ? Oui, mais je pense que... Avec le recul aujourd'hui, parce qu'on a quand même un peu d'années pour se dire... Bien sûr. Notamment parce qu'il y a deux Afriques quand on parle des crypto-monnaies. Nous avons l'Afrique où, naturellement, la valeur perçue des crypto-monnaies a été plus vite native. Quand on est au Nigeria, quand on est au Ghana et que nous sommes dans des économies où la monnaie est dévaluée, parce que finalement, quand on regarde le Naira par rapport au dollar ou le C10 par rapport au dollar, ça s'effondre de jour en jour. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, mais nous quand on gagne finalement de l'argent, même si c'est en Naira, on préfère les convertir en stablecoin ou en Bitcoin. Et quand on veut payer loyer et tout ça, on reconvertit parce qu'on préserve la valeur. Tout à fait. Donc, dans cette mesure-là, c'était plus facile. C'est très rapidement imposé. Voilà, parce qu'il y avait quand même déjà ce cas d'usage-là. Nous, en Afrique francophone, on a la chance ou la malchance d'avoir une monnaie qui est fixe, qui a une parité fixe par rapport à l'euro. Donc, ce cas d'usage naturel n'était pas présent chez nous. Donc, c'est arrivé chez nous par le prisme de la spéculation, par le prisme de vous allez devenir millionnaire, milliardaire, voilà. Et du coup, ça a suscité, je pense, dans la première vague, beaucoup d'espoir, beaucoup de frétillement, beaucoup de passion. Parce que quand j'arrive en 2020, je suis en plein dans les épisodes où il y a 10 000 crypto-monnaies locales. Je me dis, oh là là, je ne comprends pas. Il y en a une en particulier. Moi, je la nomme l'IEP Limal. Non, mais il faut le dire. Justement, l'action que je voulais te poser à toi, c'est... Bien sûr. Et on avait déjà un peu parlé de ça à l'époque. Les plus anciens sur la chaîne, on avait fait un direct une fois... c'était peut-être il y a 2-3 ans, je me rappelle plus. Oui, tout à fait. À l'époque, je commençais à peine à parler du sujet l'IEP Limal. C'était au tout début en plus, et tu faisais partie des premières personnes qui m'avaient conforté dans le fait que techniquement, ça ne tenait pas la route, le modèle économique que cette entreprise-là proposait. C'est pour dire que si les gens veulent revoir cette vidéo-là, ils peuvent la retrouver sur la chaîne. Ce n'est pas ta première fois ici. C'était déjà un live à l'époque. Tu n'as pas le sentiment quand même que des entreprises comme l'IEP Limal, des sociétés d'arnaque, parce que ce n'était pas la seule, il y a d'autres Ponzi au Cameroun, les Cunettes et tout le reste. Est-ce qu'elles n'ont pas fait beaucoup de mal à des gens comme toi qui travaillent sérieusement? Évidemment, énormément. Mais en fait, je veux que les gens comprennent bien l'impact. Au-delà du fait que ces sociétés ont arnaqué les gens, elles sont venues ternir un vrai business modèle qui était peut-être porteur, en fait. Tout à fait. Et en plus, finalement, qui existe partout. Enfin, et du coup, le discours est d'autant plus compliqué parce que quand des personnes qui se sont fait arnaquer, connaissent des personnes qui se sont fait arnaquer, dès qu'elles entendent le mot crypto-monnaie, ça devient un gros mot, ça devient une arnaque. Et en fait, elles ne se rendent pas compte que ce dans quoi elles investissent
ce n'était pas des crypto-monnaies. Et c'est très compliqué, sans aller tout de suite dans la technique, d'expliquer la différence entre, ben oui, mais ils m'ont dit que c'était une crypto-monnaie, mais pourquoi vous me dites que ça n'était pas une? Mais pourquoi vous... Et en fait, on a envie de... On revient à la culture financière. Pourtant, c'est très facile d'aller sur des sites comme CoinGecko pour regarder la liste des crypto-monnaies qui vraiment font foi, qui sont, parce qu'il y en a plus de 25 000, 30 000, évidemment. Tout le monde peut créer sa crypto-monnaie. Dès qu'une nouvelle technologie arrive, il y a toujours des scammers, il y a toujours quelle que soit la technologie, il y a toujours des gens qui essayent d'exploiter la technologie en leur faveur. Mais il suffit d'aller sur des sites, même sur Google, et de regarder la liste des crypto-monnaies et de se dire, le top 10, le top 20, parce que s'il y en a 25, 30 000, à un moment donné... Donc, il y a au moins 2 choses à regarder quand vous voulez vérifier la probité d'une crypto-monnaie. La première chose, c'est la liquidité. La liquidité, c'est le volume d'échange de la crypto sous 24 heures. Donc, en dessous de 50 millions de dollars, n'y allez même pas, c'est même pas la peine. 50 millions de dollars par jour? Par jour, sous 24 heures. Sous 24 heures de transactions. 24 heures de transactions. Parce que ça démontre la capacité que vous avez de pouvoir entrer et sortir du marché, donc acheter ou vendre la crypto, toujours trouver un acheteur ou un vendeur facilement. La deuxième chose, c'est de... En fait, le pire, ce serait ça, c'est de venir pour... Tu as des cryptos, tu viens les vendre et il n'y a pas grand monde. Et d'ailleurs, il y a la technique d'arnaque qui est la plus répandue en crypto, ça s'appelle le rug pull. RUGPULL. Oui. C'est quoi? La personne crée sa crypto-monnaie et vous fait croire que le prix est en train d'exploser parce qu'elle-même ou ses amis en achètent. Donc, vous avez l'impression que le prix explose, mais en fait, vu que la personne détient peut-être 100%, 95% de la crypto, c'est elle qui fait bouger les mouvements de prix. Et du coup, vous voyez, le prix, souvent les gens regardent ça. Oh, le prix est allé de 1 centime à $1 en 2 jours. Il faut que j'entre parce que ça va partir à $10, à $1 million ou à $100 000. Et les gens viennent acheter massivement. Et la personne, en fait, elle dump sur le marché, comme les gens achètent massivement, elle vous le revend, elle vous le revend. Et quand vous voulez maintenant vous revendre après, il n'y a rien. Mais vous auriez pu identifier ça parce que le volume finalement de transactions aurait pu être un indicateur. Tu dis ça maintenant, mais tu sais, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, d'ailleurs, il y a de gros arnaqueurs dans l'IEP-Limal qui continuent de dire qu'il y a de l'espoir. Ils disent que c'est le jour où le CEO va fermer la crypto sur le marché que ça voudra dire que le game est mort. Mais ce que tu es en train de nous dire maintenant, c'est en fait, c'est pas fondamentalement tant que ça la valeur de la crypto-monnaie. Il ne faut jamais regarder. Parce qu'on peut manipuler cette information. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, je vais vous avouer, moi, j'ai acheté mon premier Bitcoin en 2015. Il valait $400. Mais quand j'ai commencé à regarder la valeur du Bitcoin, il valait peut-être 300. Et je voyais d'autres crypto-monnaies qui étaient à quelques centimes et tout. Et je me suis fait avoir aussi par le même biais en me disant « Oh, mais c'est déjà très haut, je vais acheter les cryptos qui sont à quelques centimes parce que si ça se trouve, ça va aussi arriver à $300. Donc, je vais... » Voilà. Et en vérité, non. C'est le faux raisonnement à avoir. Vaut mieux en acheter parce que de toute façon, on peut toujours acheter des petits bouts. Le Bitcoin aujourd'hui doit valoir 28 000, 30 000 $. C'est toujours la crypto-monnaie la plus sûre. Ne commencez pas par les cryptos en allant ailleurs. Achetez-en pour $10, $20. C'est la plus sûre parce que tout le monde sait que le jour où, si ça s'effondre, le Bitcoin sera le dernier à s'effondrer. Donc, si vous commencez dans l'investissement crypto-monnaie et que vous venez d'un monde où vous êtes plutôt dans un investissement sécurisé, immobilier, achat peut-être des matières premières et tout, première chose, c'est du Bitcoin. N'achetez pas autre chose. Donc, ne croyez pas. Le Père Noël n'existe pas dans les cryptos. Ça n'existe pas. Il faut arrêter d'y croire dès qu'on a 7 ans, 8 ans. Non, mais c'est excellent comme outil d'analyse, en fait. C'est-à-dire, tu regardes les flux, parce qu'en fait, c'est tellement logique au final quand on entend ça. Plus il y a de transactions dans une crypto. Alors, par exemple, le Bitcoin, c'est combien par jour à peu près en 24 heures? Plusieurs milliards de dollars. Ah ouais. Non, c'est plusieurs milliards de dollars. Par jour? Par jour. En 24 heures? En 24 heures, tout à fait. Donc, quand tu dis 50 millions, c'est vraiment un minimum des minimums. Un minimum si vous voulez vraiment prendre un peu plus de risques, quoi. Mais voilà, en général, ou alors vous regardez le top 10 en termes de transactions sous 24 heures. Parce que souvent, les gens vont aller regarder la capitalisation du marché. Oui. En fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il va t'orienter vers des indicateurs dans lesquels il a des performances, mais qui ne veulent pas significativement dire qu'il est bon. Parce que, en fait, en gros, c'est pas de dire que ces indicateurs sont mauvais, mais c'est pas les bons indicateurs pour prendre la décision de dire que c'est une bonne crypto. On va par exemple, la capitalisation.
imaginons que quelqu'un crée sa crypto-monnaie et ça vaut $1 le jeton. Mais il en crée 1 milliard. Donc, il aura une capitalisation de $1 milliard. On va dire, waouh, c'est énorme. Mais sur le 1 milliard, combien sont vraiment actifs? Combien sont échangés? Parce que même s'il n'y a que 1% qui sont échangés, ça reste quand même 1 milliard. Oui. La capitalisation. Donc, du coup, c'est un indicateur un peu erroné. Donc, il faut vraiment regarder le volume sur 24 heures. La deuxième chose que je regarderai, c'est sur quelle plateforme c'est listé. Très important. Mais on a eu le problème avec Liep Limal, non? Oui. Qui nous disait qu'on est sur Binance. Mais il n'était pas dessus. C'est vrai? En fait, il aurait fallu regarder. Il n'était pas listé. En vérité, quand on crée, et d'ailleurs Binance avait fait un communiqué dessus, c'est même pas moi qui le dis. Donc je m'appuie sur les Twitter que Binance avait fait. Il y a des crypto-monnaies qui sont vraiment listées sur Binance. Après, on a des plateformes qu'on appelle décentralisées, où dès qu'une crypto-monnaie est émise, de manière naturelle, comme le smart contract existe, ça peut être dessus. Mais ce ne veut pas dire que c'est listé. Être listé, ça veut dire qu'on a passé l'analyse de l'équipe technique de l'entreprise qui a estimé que oui, ça obéit à nos règles en termes de conformité, ça obéit à... Donc il y a eu un audit en fait qui a été fait de l'entreprise. Surtout quand on a des entreprises sérieuses comme Binance, peut-être OKX ou Kraken ou Coinbase ou Ejara, on ne va pas lister tout et n'importe quoi parce qu'on a quand même à minima ce désir de construire des business avec des fondations solides, donc de protéger nos utilisateurs. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand quelqu'un vient dans la partie investissement sur ta plateforme, il trouve des crypto-monnaies que toi, tu as listées en fait. Il n'y en a que 6 ou 7 chez nous aujourd'hui. Il n'y en a que 6 ou 7 parce que... En fait, c'est ça, c'est que si quelqu'un vient prendre de l'investissement chez toi et qu'il va prendre une crypto-monnaie qui n'est pas bonne, en fait, c'est toi. Chez moi. Tout à fait. C'est toi qui l'as orienté vers ça parce que tu l'as mis dans la liste des personnes. Exactement. D'ailleurs, quand on regarde la plateforme Coinbase, qui est la plateforme crypto-monnaie des États-Unis la plus grande, elle est restée pratiquement 5 ans avec juste Bitcoin et Ethereum. Waouh. Et vraiment, pour être listé sur Coinbase, il faut montrer patte blanche, quoi. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus parce qu'évidemment, elle a grossi, elle a beaucoup plus d'équipes techniques qui peuvent analyser, qui peuvent beaucoup faire plus rapide, rapidement. Et même sa technologie, son infrastructure a évolué de façon à accueillir. Je vais vous dire, par exemple, nous, pour lister une nouvelle crypto sur Ejara, vu qu'on est en plus non-custodial, on doit lancer le nœud blockchain pour pouvoir le superviser, pour pouvoir vérifier que les transactions s'enregistrent bien. On a des coûts d'infrastructure énormes pour pouvoir lancer, pour pouvoir faire une nouvelle. Donc, on ne va pas s'amuser à... Mais ce n'est pas plus simple pour toi d'aller juste t'appuyer sur les listes que des plus gros que toi ont pris? Mais c'est toujours des sous-listes. Sauf que les plus gros qui sont déjà à 100 jetons ou à 300, je ne vais pas lister 100 jetons. Donc, comment je rajoute? J'ai commencé avec une seule aussi Bitcoin et au fur et à mesure, j'en ai rajouté. On est à 6-7 aujourd'hui. Au fur et à mesure, on en rajoute. Mais on prend notre temps pour observer aussi. C'est comme quand tu analyses, toi, des projets, qui est derrière, est-ce qu'ils ont l'expertise technique, comment ça s'est comporté la première année de lancement, quels sont les cas d'usage imaginés, qu'est-ce que ça apporte en plus de ce qui existe déjà. Parce que pourquoi créer quelque chose alors qu'on peut utiliser une qui est déjà là et qui fonctionne tout à fait bien? Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse ici parce que je vois encore quelques petits malins venir sur Internet faire quelques vidéos pour expliquer pourquoi Liep Limal ou autres sociétés de la même nature devraient être des sociétés auxquelles il faut continuer d'accorder un petit crédit, quel qu'il soit. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ok? Nelly Chatouille-Diop est une spécialiste des crypto-monnaies et je pense qu'elle est assez formelle là-dessus. L'autre intérêt d'écouter Nelly, c'est que Nelly, toi, tu as été... je ne sais pas si le mot c'est validé, mais tu as obtenu un agrément de la COSUMAF, qui d'ailleurs, que tu as obtenu sans faire beaucoup de bruit, contrairement à certains qui ne l'ont pas obtenu, mais qui pompaient des communiqués tout le temps. La COSUMAF, c'est l'organisme qui régule en Afrique centrale, parce que du coup, son équivalent en Afrique de l'Ouest, je crois c'est l'AMF, UMOA, et puis en France, c'est bien évidemment l'AMF. Quel est le rôle de la COSUMAF pour que les gens comprennent bien pourquoi on ne peut pas opérer dans le domaine des produits financiers sans la validation de l'AMF, de la COSUMAF? Oui, bon, déjà, je vais préciser une chose. Oui. Donc, Ejara aujourd'hui, c'est une app, mais c'est aussi un groupe. Donc, dans le groupe Ejara, on a une entité qui s'appelle Makeda Asset Management. Et Makeda Asset Management, pour opérer évidemment sur les marchés financiers, dont les actifs
financiers qu'on connaît, actions, obligations, fonds communs de placement, a obtenu l'agrément asset management de société de gestion de portefeuille de la COSUMAF. Donc, dans ce cadre-là, vu que l'équipe dirigeante de Makeda est similaire à celle d'Ijara, on peut appeler ça une sorte de validation. Mais pour ce qui concerne la partie crypto, aujourd'hui, c'est encore une zone grise, que ce soit en CEMAC ou en UMOA, où il n'y a pas de loi qui l'interdit, il n'y a pas de loi qui l'autorise, mais il y a un nouveau règlement général de la COSUMAF qui consacre le principe d'une licence pour les acteurs sérieux qui veulent y aller. Ce qui n'existait pas jusqu'à récemment. Donc, nous sommes en train justement de préparer ces dossiers-là pour pouvoir les déposer, vu qu'on a obtenu cet agrément, de pouvoir proposer à nos clients d'acheter, vendre et conserver leurs cryptos en France avec l'AMF. Donc, la COSUMAF, comme l'AMF en France ou l'AMF UMOA, ce sont des autorités de marché financier. Donc l'objectif justement est de surveiller tous les acteurs de ce secteur, de les réguler et de protéger les investisseurs sur ces marchés financiers. C'est très important quand vous vous adressez à une entreprise qui dit vouloir gérer vos portefeuilles ou vous aider à investir en bourse ou ailleurs. Premier réflexe, c'est vérifier est-ce qu'elle a son agrément. Et est-ce que, et c'est très facile sur les sites, on va sur le site de la COSUMAF, sur le site de AMF UMOA, on a la liste. Donc c'est très important et c'est très important aussi, je pense, tous les acteurs, parce que je sais qu'il y a dans la diaspora surtout, on est très innovant, on a les capacités, c'est très important quand vous voulez opérer dans ces domaines-là d'établir le lien avec les régulateurs. Moi, quand je suis arrivée dès 2020, on en avait discuté, Philippe, je savais que la crypto, c'était assez compliqué, assez problématique, surtout toutes les arnaques qu'il y avait en ce moment en cours et que c'était pas bien perçu, mais j'ai fait cet effort d'engager la discussion avec toutes les institutions, avec les régulateurs, pour montrer que oui, je vais vous expliquer au maximum, je vais toujours être disponible pour expliquer ce que je fais, comment je le fais, pour rendre mon fonctionnement le plus transparent possible. Et dès que les licences, les agréments seront possibles sur ce secteur-là, parce qu'il y a différents types d'agréments sur les marchés financiers. Bien sûr, ouais. Je pense que ça le cas il y a différents types d'agréments pour différents acteurs. Dès que ce sera disponible sur ce marché-là, je serai une des premières à aller les solliciter. D'ailleurs, on l'a fait en France pour l'Europe, quoi. Donc, En tant que parents, on se sacrifie toujours pour ses enfants. On veut toujours le meilleur pour eux. Et c'est extrêmement difficile quand il arrive le moment de les envoyer ailleurs pour faire leurs études. Parce que justement, on veut qu'ils réussissent encore mieux que nous-mêmes. Tout cela est source d'angoisse pour nous les parents. On se pose toujours la question, comment ils vont s'en sortir? Et puis nous-mêmes, en tant que parents, comment on va faire pour les accompagner au mieux? Et c'est toujours pour cela que c'est bien d'avoir une entreprise comme Studely qui est là pour nous accompagner, qui est là pour nous soutenir et en qui on peut faire confiance est extrêmement important. Tout à fait. Alors tout à l'heure, tu as dit que vous étiez un groupe dans lequel il y avait... Makeda Asset Management, tout à fait. Alors justement, est-ce que tu peux juste dire, en des termes très simples, c'est quoi de l'asset management et qui est-ce que ça concerne? Tout à fait. L'asset management concerne tout le monde, des personnes physiques comme des entreprises. Et l'asset management a ce rôle de pouvoir vous conseiller financièrement, de pouvoir vous aider à gérer votre patrimoine en le diversifiant sur les marchés financiers, donc actions, obligations ou tous les dérivés. Donc, quand on parle par exemple de fonds communs de placement, voilà. Ou alors de faire la gestion collective. Et là, on parle de fonds communs de placement, enfin, voilà, notamment parce qu'en France, on dit souvent OPCVM, mais chez nous, c'est beaucoup des fonds communs de placement. Et ça veut dire quoi? On mutualise finalement les fonds de plusieurs épargnants pour pouvoir arbitrer sur le marché les actifs qui vont augmenter le rendement tout en minimisant le risque. Alors qu'en gestion de patrimoine, souvent, on a un peu plus d'argent. Autant en gestion collective, à partir de 10 000 francs CFA, c'est facile d'avoir une part d'un fonds commun et de pouvoir engranger des rendements de 5-6% par an, tout en étant sécurisé. Parce que, et ça l'intérêt, un intérêt supplémentaire, c'est que non seulement la société est agréée, mais chaque fonds commun de placement qu'elle crée doit aussi être agréé avec son lot de règles qu'elle doit obéir. Donc, la société a un commissaire aux comptes, par exemple, mais le fonds commun de placement aussi a son commissaire aux comptes. Donc, tout est mis en place
de sorte de protéger finalement votre investissement. Donc ça vous permet, si vous voulez aller sur les marchés financiers, allez-y avec des acteurs sérieux qui savent ce qu'ils font et qui sont supervisés par différents organismes. Alors je voulais un peu que tu parles de ça parce que on en parlait un tout petit peu en off. Bien sûr. Il y a une ignorance criarde. Oui. Tu as dit chez les femmes, mais je pense chez tout le monde, les hommes ne sont pas plus sachants là-dessus, sur les marchés financiers. Les gens ne savent pas grand-chose de ce que c'est, de comment ça fonctionne. Par exemple, la bourse, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est. On sait juste que, voilà, encore, c'est quoi une action, une obligation. On entend de temps en temps dire que l'État du Tchad, l'État du Cameroun, l'État de Côte d'Ivoire, je sais pas moi, émet des obligations, mais les gens n'ont absolument aucune idée. Et puis, comment on fait pour pouvoir... Qui sont les personnes qui... derrière, prennent ces obligations, parce qu'en fait, les obligations sont justement des dettes d'État. Oui. Mais auprès de qui est-ce que nos États s'endettent? Parce qu'en fait, on en parle souvent comme ça, mais ça, c'est l'un des très bons moyens, pour moi, en tout cas pour la diaspora, de pouvoir compter, en fait. Parce que c'est celui qui donne de l'argent qu'on l'on consulte quand on veut prendre des décisions importantes. Exactement. Et quand nos États, parce qu'en fait, c'est avec cet argent-là qu'on construit des routes, qu'on construit des hôpitaux, qu'on réalise des projets d'infrastructure, les États viennent pour demander de l'argent sur des marchés. Et bien souvent, malheureusement, ce sont des Occidentaux qui viennent et prêtent cet argent à nos États du fait bien souvent de notre ignorance. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de SGI, des sociétés de gestion, qui permettent à des gens comme moi de pouvoir donner de l'argent qui va être multiplié honnêtement en prêtant de l'argent à un État pour pouvoir contribuer à construire des objets. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que les gens, et pourtant c'est tellement simple quand on comprend comment ça marche, qu'est-ce qui fait que des gens, brillants parfois même, n'ont aucune idée du fonctionnement des marchés financiers? Je pense que dans la finance, il y a ce côté un peu, je sais pas, très secret, parce que très élitiste, parce que déjà, si on regarde dans notre marché spécifiquement, en Afrique francophone, il y en a beaucoup de sociétés de gestion de portefeuille qui sont adossées à des banques. Donc, quand on parle de banque, on a encore... on revient encore avec on revient encore. Pour celles qui ne le sont pas, très souvent, ils viennent aussi d'une culture très bancaire. Donc, en général, leur réflexe... des anciens banquiers. Voilà, exactement. Et leur réflexe, même quand ils ont ce type de produit, c'est de les structurer pour des high net worth individuals et des institutions. Donc, ils vont aller démarcher des grosses entreprises, des mutuelles, des assurances, des fonds de pension ou des entreprises qui ont énormément de trésorerie pour pouvoir faire en sorte de les aider à optimiser. Ou alors des individus, nos milliardaires, comme on dit. Oui. Ne vous inquiétez pas, nos milliardaires, même aujourd'hui au pays, ils savent déjà, ils sont exposés vu que les banquiers vont les chercher. Pour les autres, en fait, vous avez raison, et c'est pas faute, parce que quand je participe à énormément de réunions régulières avec des institutions, que ce soit la Banque centrale, les acteurs du marché, tout le monde émet cette volonté de pouvoir faire en sorte que tout le monde, la classe populaire aux classes moyennes plus, puisse entrer sur le marché. Mais est-ce qu'elles ont les moyens de le faire? Est-ce qu'elles mettent qui va investir pour le faire? Qui va faire toute cette communication, ce marketing, cette éducation, en fait. Et c'est là que ça pose problème. Et surtout, éduquer avec des mots simples, Philippe, tu l'as dit. Même moi qui essaye souvent de me mettre un peu à niveau, toi, tu sais, tu arrives mieux que moi parce que tu as cette habitude d'être en relation avec ces populations-là, je veux dire, tu as plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui. Donc, tu sais comment transmettre les messages facilement. Et ce n'est pas inné, en fait. Ce n'est pas si facile que ça pour des institutions qui ont un discours qui est adapté à un autre type. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que... Petite parenthèse, on peut vous aider à communiquer plus simplement. Voilà. Mais je suis la première, j'avais dû prendre des cours. et en dehors de ça, quand on parle, par exemple, des OTA, quand moi, je suis arrivée sur ce marché en zone CEMAC... OTA obligations du trésor assimilées qui sont les dettes de l'État. Oui. Merci. Donc, quand l'État du Cameroun, du Tchad, de Côte d'Ivoire vient, quand on dit qu'il vient sur les marchés financiers levés, les marchés, c'est qui? C'est souvent les banques. Les banques prennent énormément.
elles achètent énormément parce que pour une banque, quand elle achète une obligation qui rapporte, je ne sais pas, 6 ou 8% par an pendant 5 ans, c'est tout bénef en fait. Il n'y a aucun risque. Il y a moins de risque que de faire un prêt à 14% où il y a peut-être un taux de non-remboursement. Les États n'ont jamais fait défaut en zone Si, les États. Mais il y a 2 types d'obligations. On a les obligations financières où, dans ce cadre-là, on va vraiment sur en zone CEMAX, la BVMAC, et on a les obligations du Trésor assignées. Quand on dit obligations du Trésor, c'est des obligations monétaires qui sont émises par la Banque centrale et qui sont garanties par la Banque centrale. Donc, depuis à peu près 10 dernières années. Exactement. Et on a déjà eu en zone CEMAC, je ne vais pas citer, quelques États qui ont eu à faire défaut. C'est de notoriété publique. Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, moi, j'ai une information publique. Tout à fait. Donc, allez regarder, ou je laisse Philippe citer parce que lui, voilà, c'est ça. Mais on a déjà eu des États qui ont eu à faire défaut et la banque, parce que c'est aussi une des questions souvent quand on va voir qu'on pose, oui, mais la garantie de l'État, mais oui, mais il y a une double garantie en fait, il y a l'État et nos États sont devenus quand même plus sérieux, hein. Nos États sont devenus plus organisés dans la gestion de leurs finances. Il suffit de voir, les budgets sont faits à temps et même nous aujourd'hui, les acteurs du marché financier, asset managers, on demande même aux États quand ils viennent nous voir pour dire voilà les dettes qu'on veut lever cette année, on leur demande partager une note d'information. Donc, quels sont les projets qui vont être réalisés avec cet argent-là? Parce que c'est très important si vous voulez, en tout cas moi, c'est vraiment ma bataille, si vous voulez que j'aille voir les Bayam Salam, les garagistes, les femmes qui vendent les tomates, je suis obligée, quand je leur propose de l'épargne et que je leur explique que ça va construire les hôpitaux où leurs enfants vont aller se soigner et tout ça, elles vont me demander, mais l'année dernière, on a épargné. Ça n'a pas mis de construire quoi? Et j'explique qu'à notre gestion du Trésor, c'est très important, cette confiance en fait. Il faut qu'on apprenne à construire cette confiance-là. Donc ça va se faire avec le temps, mais ça va se faire si de plus en plus d'acteurs y vont. Et donc c'est là qu'on a lancé ce produit d'épargne où, en utilisant toujours la blockchain, on a numérisé, on a fragmenté en bout de 1000 francs CFA ces OTN. Donc avant, les obligations monétaires, vous alliez voir une banque si vous n'aviez pas au moins 10 millions de francs CFA. Et encore, je suis gentille quand j'ai 10 millions, et vous ne regardez même pas. Parce qu'elle est en train de démarcher des clients qui peuvent mettre 1 milliard, 2 milliards. Donc, la même énergie pour vous, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à partir de 1000 francs CFA au Cameroun, même en zone CEMAC, c'est possible de pouvoir participer au développement de son pays, mais tout en gagnant une rémunération sur son argent investi. Pour revenir tout à l'heure, tu as demandé, mais pourquoi le public est très peu informé? Tu as commencé par dire parce que c'est bien souvent porté par des banques qui souffrent du déficit d'image dont on a parlé, dont ils sont responsables d'ailleurs. Il ne faut pas les donner. Bien sûr, il faut pas les donner par rapport à ça. Parce que certaines l'assument, vu comment ils continuent de communiquer aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Tu peux pas Ou est-ce que quand tu dis, la majorité de la population, elle opère dans l'informel. Les gens savent que, par exemple, on peut investir dans l'immobilier. Les gens le savent. Les gens le savent. On peut investir en créant une entreprise. Les gens le savent. Un immeuble se voit. Une entreprise se voit. Un immeuble se voit parce que les gens passent et disent « Oh, voilà l'immeuble de tel, voilà le machin de tel. » Et dans le mysticisme, on se dit « Waouh, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. » Et on obère tous les risques parce que même quand on parle d'immobilier, moi, j'ai fait mes études ici en France et dans mes cours de finance, moi, j'ai appris que l'immobilier, c'est l'investissement le plus safe, le plus sécurisé. C'est ce qu'on dit, Évidemment, quand on est en France ou en Occident, quand on a déjà un cadastre qui est plutôt bien organisé, peut-être numérisé, quand on a un système judiciaire qui, derrière, est prêt à dégainer si quelque chose de mauvais se passe, est-ce qu'on a ces 2 conditions réunies chez nous? Non. Est-ce que l'investissement immobilier est le plus sécurisé chez nous? Non. Oui, on connaît beaucoup de déboires. Voilà, exactement. Foncière. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, déjà, quand tu parles de cette perception-là, je suis toujours étonnée que les gens perçoivent les obligations comme plus risquées que l'immobilier, alors que finalement, l'immobilier, les rendements en général, en tout cas, quand je me mets ici, c'est plutôt 5-7% par an. Si on a une en immobilier? En immobilier, non, pas du tout. Même à pas Paris, ici. c'est 2%. Ah ben voilà. Voilà. En province, oui, tu peux avoir du 10% encore. Voilà. Mais oui, non. À Paris, 2%, tu es bien déjà. Ben voilà. Donc, mettons le best case scénario, même si on met 5%, quand on a des obligations qui proposent 5% avec un capital garanti, avec cette double garantie-là, évidemment, c'est plus sécurisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier.
Parce que C'est une diversification. Comme je le dis tout le temps, c'est une diversification. Tout à fait. En fait, le point, c'est ça. Moi, je me suis toujours demandé, j'ai fini par comprendre moi-même parce qu'au début, je ne comprenais pas grand-chose à ce monde-là. La bourse, pour moi, comme je dis souvent, c'était des gens qui étaient devant un écran, qui sont dans une grande pièce, avec des téléphones, ils parlent, ils crient, regardent des tableaux, ils appellent, ils raccrochent. C'est ce qu'on voit dans les films. Tout à fait. Et on n'a pas une éducation, ça, on le dit souvent, mais on n'a pas d'éducation par rapport à ça. Non, aucune. Et pour moi, je pense qu'on gagnerait vraiment à enseigner la bourse à l'école. Sûr, je suis d'accord. La bourse, au moins la bourse. Parce qu'on a parlé d'obligation, mais quand on parle d'action, quand vous avez une action d'une entreprise, vous avez une part de l'entreprise. Vous devenez actionnaire de l'entreprise, vous êtes propriétaire de l'entreprise. Et un des rêves que j'ai, c'est demain de pouvoir proposer à tous les Africains de pouvoir acheter des actions Facebook. Parce que quand je vois le temps immense qu'on passe sur Facebook, par exemple, je me dis plutôt d'être des consommateurs. Prends un bout de cette entreprise. Prenons un bout parce que c'est nous qui créons la valeur. Parce que tous nos japap, nos gossips qu'on fait à longueur de journée, ça crée de la valeur. Ça fait en sorte que l'entreprise génère de plus en plus de revenus. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas être rétribués de ces revenus-là alors qu'on participe, donc autant être actionnaire. Et pour le faire, il faudrait qu'on puisse avoir des petits bouts à partir de 1000 francs CFA. Voilà. Donc, je suis sûre que j'y arriverai un jour parce que c'est mon obsession de pouvoir vraiment apporter, donc, en levant déjà l'accessibilité, comme on l'a dit, au-delà du fait de la communication, il y avait l'accessibilité. Quand on dit aux gens il faut plusieurs millions pour y aller alors qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, non. Quand on dit c'est à partir de 1000 francs CFA, même si on ne sait pas ce que c'est, on essaye. On essaye et peut-être là, du coup, quand on engrange les premiers rendements, on se dit « Hey, cette affaire-là, ça donne c'est pas vraiment. Mal. Ouais. Qu'est-ce que c'est vraiment? Ma fille, tu m'as dit quoi? Et là, on peut mettre un peu plus. Et là, on peut mettre un peu plus. Et nous, on a créé aussi Ijara School, où on a des capsules de 2 minutes. Excellent. Des capsules de 2-3 minutes, c'est où en ça? fait, on démystifie sur YouTube. Ijara School, et vous allez avoir des tutos. C'est quoi la monnaie? Déjà, c'est quoi la monnaie? Rien que ça. C'est quoi une action? C'est qu'est-ce que la bourse? Donc voilà. Donc on a essayé de faire ces petites capsules-là pour démystifier aussi pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ce qu'on voit souvent le parcours utilisateur, on a des gens qui vont se lancer parce qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer. Et ensuite, ils vont se dire, je veux en savoir plus. Ils vont commencer à aller sur la chaîne, après à s'abonner, et après à nous dire, cette semaine, vous n'avez rien publié. Toi, tu as créé. Tout à fait. Excellent. Bah, écoute, on a vraiment développé beaucoup de choses. J'aimerais quand même qu'on revienne sur des basiques avant de sortir de cette interview, parce que tu es là, je vais en parler avec toi. Déjà, tout à l'heure, tu as acheté tes cryptos en 2000 combien? 15. Tu es milliardaire, en fait. Non. Pourquoi tu dis non? Tu vois les Africains? Non. Si tu as acheté une crypto Non, mais laisse-moi calculer. 400 €. Pour lui, c'est combien? 28 000, c'est monté jusqu'à 69 000. C'est ça, tu ne t'es pas dit à un moment donné, parce que c'est tout la même chose. Sûr. On en avait parlé en plus à l'époque. Et tout toi, à fait. je me rappelle. Ça me revient. Tu me disais à l'époque, oui, mais tel que c'est parti, ça peut aller à 200, 250. Tu te rappelles qu'on avait dit 250 000? Tout à fait. Aujourd'hui, on a 29 000. Oui, tout à fait. Parlons donc justement de ça. Tout à fait. Est-ce que c'est toujours. Alors, tu considères. Bon, j'imagine que tu. Est-ce que tu aurais aimé quand même, avec le recul, c'est facile de dire ça après, te séparer d'une partie à 69 000? Tout à fait. Ou alors tu te dis, non, on reste avec jusqu'à la gare. En fait, non. Mais je suis pas représentative. Bien sûr. Je vais déjà vous expliquer. Moi, du fait de mon background déjà, techniquement, je comprends ce que c'est en tellement profondeur que la première fois que je lis le livre blanc du Bitcoin, c'est 9 pages. Tout le monde peut le lire. Okay. Et c'est vraiment accessible à tous. Ce n'est pas les formules mathématiques, même sans Tu peux ça. dire ce que c'est qu'un livre blanc, parce que beaucoup de gens... Même Exactement. quand les gens viennent vous parler d'une crypto-monnaie, demandez-leur leur livre blanc. Et c'est quoi un livre blanc? Un livre blanc, en fait, c'est ce qui explique le pourquoi de cette crypto, de ce projet, le comment et la vision. Oui. Et jusqu'où ils veulent aller. Et donc, le plus important, c'est le pourquoi et le comment. C'est vraiment, quel que soit, il y a des projets qui sont hors crypto qui écrivent aussi le livre blanc, un livre blanc. Et donc, Bitcoin, c'est que 9 pages, sans fioriture, et c'est accessible même à quelqu'un qui n'est pas très technique. Mais pour moi qui l'était, je ferme ce PDF et la première image qui me vient en tête, c'est la libération de l'Afrique. Je ne saurais pas dire. Je me dis, c'est freedom money. C'est une façon pour nous de pouvoir lever tellement de barrières qu'on a. Avoir accès facilement aux devises ou alors à des monnaies étrangères, même si c'est sous forme de crypto, échanger entre nous à moindre coût,
envoyer de l'argent au pays à moindre coût. La partie même investissement, j'y pense pas forcément. Et je me dis, pour quelque chose qui a ce potentiel de libérer tout un peuple du joug sous lequel on est depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça ne peut qu'aller très loin. Et à ce moment-là, je sais même pas encore qu'on peut s'enrichir ou que ça peut augmenter en valeur. Je me dis, tant que ça vaut pas $1 million, je ne revends pas. Et c'est resté, et les cryptos que j'ai achetés, c'est parti de 400 à 20 000, c'est redescendu à 1 500, c'est remonté à 69 000, c'est redescendu à 15 000, là c'est à 27 000. Voilà. C'est descendu à 15 000 ou tu donnes des exemples? Dernièrement, c'est descendu à 15 000 en décembre. Hein. Ah oui, oui. 69 000 à 15 000, moi j'ai racheté. Ouais, mais c'est ça, voilà. Tu y crois en fait. C'est une question oui, en fait, il faut rentrer, et c'est ça aussi où quand on parle de bourse, ce n'est pas tellement la technicité qui est importante en bourse, c'est la maîtrise de ses émotions. Oui, oui. Parce que souvent, ce qu'on voit... Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, les gens vendent. Souvent, ce qu'on voit, dès que ça descend, tout le monde vend et tout le monde pleure, j'ai perdu. On n'a pas perdu quand on n'a pas vendu. Dès que ça monte, tout le monde veut acheter. Et ça, c'est tellement contre-intuitif, mais c'est tellement humain. Et c'est pour ça que c'est très bien s'il y a une initiative qui est portée aussi par Investir au pays. Parce que je pense qu'on ne pourra pas développer nos pays en faisant abstraction de la finance. Oui. Et souvent, les gens veulent déconnecter finance, économie réelle. Ce n'est pas déconnecté. D'ailleurs, le projet où je vous dis, on prend des actifs, des obligations d'État, on les découpe en 1000 francs. Ça veut dire qu'on crée des sortes de jetons numériques, mais adossés à un actif physique. On peut le faire dans l'immobilier. Récemment, je discutais avec des amis, on se disait, mais pour tout l'or que nous avons en Afrique, combien d'Africains possèdent de l'or ? Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait extraire notre or, le mettre dans des vaults sécurisés, auditables avec caméra en temps réel et créer des jetons adossés à cet or-là? Et vous pouvez acheter un bout d'or de 1000 francs CFA, mais vous savez toujours que ce bout d'or est représenté physiquement dans un vault sécurisé. Et on peut le faire pour toutes nos matières premières. Et là, on commence à se dire, on est très riche en Afrique. Si on arrive à faire ça, on est très riche. Qu'est-ce qui empêche qu'on fasse ça? C'est accessible, c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable. Il faut une décision. Il faut déjà que nos instances dirigeantes, souvent, on a quand même la génération précédente, voire précédente, qui est encore aux manettes. Donc déjà, c'est très compliqué pour eux de l'appréhender. Ensuite, même quand ils vont l'appréhender, est-ce qu'ils feront confiance aux enfants africains pour le faire? Très souvent encore, je vois en Afrique des institutions se former en blockchain en faisant venir des gens de l'extérieur, mais qui ont la bonne couleur et qui vont payer des 1000 et des 100. Pourtant, on a des experts. On est très souvent même beaucoup plus experts que tous ces gens-là, mais on a encore ce... Ça continue? Ça continue. Malheureusement, ça continue. J'en ai encore vu quelques exemples. C'est incroyable. Non, mais c'est invraisemblable quand même. Qu'en 2022-2023, qu'on se retrouve encore à penser que la compétence a une couleur. Voilà. C'est choquant. Voilà. C'est choquant. Pour faire un peu d'éducation, parce que on en a beaucoup fait, c'est génial, mais de base, c'est quoi une crypto-monnaie? Avant de sortir d'ici, parce qu'on en a beaucoup parlé comme si c'était un acquis pour nous. Et j'avoue qu'on en a beaucoup parlé depuis pas mal de temps, mais quand tu demandes encore à certaines personnes, c'est quoi une crypto-monnaie? Ils ne savent pas te dire. Donc déjà, on ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de blockchain. Je connais les discours, ouais. C'est compliqué. Bon, si on veut résumer, une crypto-monnaie, c'est la monnaie d'Internet. Okay. C'est de dire, aujourd'hui, on a une vie qui est de plus en plus sur le digital, sur le virtuel. Et on a une monnaie qui, jusqu'ici, était encore très physique. Comment on réconcilie notre monde, finalement, qui change, qui devient de plus en plus virtuel, digital, pour pouvoir avoir aussi tous les échanges là-dessus. Et c'est là le concept de crypto-monnaie où c'est des jetons qui s'échangent sur une blockchain. Je vais expliquer ce qu'est une blockchain après, qui permet d'acheter toutes sortes de faire des transactions, mais sans intermédiaire. Et ça, c'est fondamental. On n'a plus besoin d'avoir le banquier qui valide que oui, Nelly, elle a bien cet argent sur son compte, donc elle peut bien le virer ou envoyer son mobile money à Philippe. Non. En fait, le fait que ce soit sur cette blockchain-là, cette base de données, une blockchain, c'est une base de données qui supervise tout ce qui se passe et qui permet de valider que oui, Nelly possède vraiment
cet argent qu'elle veut envoyer à Philippe. Et donc, Philippe a toujours la certitude qu'il n'y a pas de fraude. La deuxième chose que cette base de données et que les crypto-monnaies ont souvent, c'est le côté décentralisé. Ça veut dire personne, tout le monde peut observer ce qui se passe. C'est transparent. Donc, cette base de données, Philippe, Nelly, n'importe qui peut se connecter. La personne ne sait pas que ce compte appartient à Philippe ou que ce compte appartient à Nelly, mais elle voit les transactions se faire et elle peut les valider. Donc, au-delà d'observer, parce qu'il peut y avoir, je suis juste en mode observation, ou je suis en mode validation. Et je valide les transactions pour dire oui, elles sont conformes au code mathématique qui sous-tend la base de données. La troisième et dernière caractéristique très importante, c'est l'immutabilité. Une fois que j'ai envoyé l'argent à Philippe, je ne peux pas faire un chargeback comme on fait avec les cartes de crédit. J'envoie, je vais jouer au pari sportif. Après, je dis non, mais ce n'est pas moi qui ai fait cette transaction-là. Et la banque est obligée de rembourser parce que c'est les lois financières, en tout cas en Occident. Eh bien, en crypto, c'est bien, c'est pas bien. Hein, parce que si vous faites une erreur et vous envoyez l'argent à quelqu'un, c'est son bon vouloir de vous le renvoyer parce que c'est immutable. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas vous censurer, on ne peut pas confisquer. Et c'est compliqué de voler, surtout quand vous avez la propriété de votre compte. Et c'est là qu'on va reboucler en venant à la différence entre un Ijara et une plateforme d'échange type, comme des Coinbase ou Binance. Dans ces plateformes d'échange qui sont très bien, hein, mais vous donnez la propriété à ces acteurs-là de pouvoir gérer vos cryptos pour vous. Mais alors justement, comment toi tu fais, ça c'est très intéressant, comment tu fais pour que quelqu'un qui fait une transaction chez toi continue d'avoir lui-même la possession de la monnaie? Mais parce que chez moi, je dis, chaque utilisateur, c'est comme si chaque fois que tu crées un wallet, tu crées une banque différente. Et donc, quand tu veux envoyer ou quand tu veux envoyer de l'argent de ton portefeuille vers un autre, tu signes ta transaction. Mais tu signes parce que ton code secret est enregistré de manière encryptée sur ton téléphone, sur ton wallet. OK. Et c'est comme ça que tu gardes la propriété. Et ça veut dire que le jour où tu changes de téléphone, tu ne peux pas seulement mettre nom et mot de passe. Tu dois re-rentrer tes 12 mots qui sont ton code secret pour qu'ils soient de nouveau réencryptés et que tu puisses signer des transactions. Sinon, tu vas voir ton compte, il est alimenté, mais tu ne peux rien faire parce que la blockchain va te demander, mais prouve-nous que ça t'appartient, que tu as la propriété. Et il n'y a que toi. Mais si tu diffuses tes 12 mots à quelqu'un, il peut les récupérer. Excellent. Mais donc du coup, c'est pas si facile. Enfin, je vais dire, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que si vous perdez aussi les 12 mots, quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux plus récupérer. Donc vous allez voir votre argent. Peut-être qu'il prend de la valeur quand le Bitcoin vaudra $1 million. Vous allez être millionnaire. Et on a eu plusieurs cas. On a des gens qui ont perdu leur wallet. Oui. On a eu des personnes qui sont décédées et qui ont juste oublié fortuitement de mettre dans leur testament ou de communiquer à leur famille comment récupérer. Donc, ils n'ont pas de plusieurs centaines de millions de dollars, malheureusement. Donc, les droits et les responsabilités, c'est perdu à jamais tant qu'on ne retrouve pas ce code. Mais c'est ce que tu dis souvent. Tu dis souvent aux gens, there is no free meal. On ne va pas vous dorloter. Oui. Si vous voulez avoir la propriété, prenez les responsabilités qui vont avec. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous tienne la main comme un bébé et en même temps vouloir être adulte. On ne peut pas être adulte et enfant en même temps. Tout à fait. Et la crypto, c'est pour les adultes. On va dire ça comme ça. Ça ne donne pas le lait. On va dire ça comme ça. Bah écoute, merci beaucoup Nelly d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui pour qu'on tourne cette très très belle émission d'éducation financière sur la crypto-monnaie. Oui, merci. Parce qu'on a beaucoup parlé de beaucoup de choses, mais on parle finalement plus beaucoup de crypto-monnaie. Malheureusement, quand on en parle souvent, c'est pour de mauvaises nouvelles. C'est vrai. Parce qu'on a des champions qui viennent s'immiscer là-dedans pour nous raconter des histoires. Moi, j'essaie d'inviter maintenant aussi des profils comme le tien, dont toi, ça va être crypto. Demain, je vais inviter peut-être quelqu'un qui a une SGI, ainsi de suite, pour parler davantage de produits financiers, parce que il faut que les gens aient toutes les options sur la table et décident, je vais avec les cryptos, je vais avec des fonds, je vais avec, je ne sais pas moi, un produit financier XYZ. Aujourd'hui, ça par contre de l'actualité par rapport à ton entreprise. Tu ambitionnes de venir récupérer l'argent de la diaspora. Tout à fait. Comment ça se passe? Est-ce que tu dois passer par l'AMF là aussi, forcément, parce que tu fais les choses proprement? Tout à fait. Quelle est ton ambition dans ce projet? Tout à fait. Bon, mais déjà, l'AMF nous a donné l'agrément pour pouvoir lancer la partie investissement.
Donc, achat, vente de crypto-monnaies en France. Et voilà. Donc, ça, on va le lancer dans quelques mois. Le temps de finaliser Pour faire ça, le tu as câblage. juste dû montrer, tu as donné tout ce qu'il fallait en termes de due diligence, Ah d'audit, ainsi de oui, suite. oui, tout à Mais fait. tu ne payes Donc, pas d'argent? Non. Non, on paye les avocats parce que en Oui, non, mais général, je veux dire, oui, oui. par exemple, ça c'est intéressant parce qu'il bien y a un sûr. vieux projet ici Tout à qui fait. somnole depuis une éternité en diaspora, qui est celui de créer une banque de la diaspora. Je ne sais pas Bien si tu as entendu sûr. parler de ça, mais nos parents, nos grands-parents parlent de ce projet depuis bien longtemps. D'accord. Philippe, il faut qu'on crée une banque de la diaspora dans laquelle la diaspora peut mettre son argent, qui peut financer des porteurs de projets de la diaspora ou même financer des projets en destination de l'Afrique. Il faut qu'on arrête de se faire financer par d'autres personnes. Bien Première sûr. question pour toi là-dessus. Je reviens à toi. Anne. Oui, bien sûr. Pourquoi un tel projet n'a pas encore abouti? Mais déjà, créer une banque, il y a deux gros... Même chez nous, parce que moi, je connais mieux... Par exemple, en zone CEMAC, le capital, c'est 10 milliards de francs CFA. ça. J'imagine même pas combien c'est ici. Oh, j'ai entendu 50 millions d'euros. Voilà. Ça, c'est- Donc c'est possible. Donc déjà, il faut avoir ce capital-là. En plus du capital, il faut avoir un partenaire technique qui est déjà reconnu et adoubé. Donc souvent, c'est une autre banque qui en... Donc déjà, il faut le trouver. Oui. En plus, quand on vient dire banque de diaspora, ils se disent mais pourquoi? Troisième chose, c'est au niveau finalement de les banques qui décident en fait de donner une licence aux banques en Afrique centrale, c'est la COBAC. Oui. La COBAC, c'est les autres banques aussi. Donc il y a aussi un côté politique. Et en France aussi, il doit aussi avoir un organisme similaire qui, donc ça veut dire pour créer une banque, il faut déjà se faire son réseau, ami avec les autres qui sont déjà en place, pour pouvoir déjà avoir des alliés, il faut identifier le partenaire technique et il faut rassembler les capitaux. Ces trois choses-là, pour les réunir, quand on est de la diaspora, surtout, je pense, par nos parents, c'était beaucoup plus compliqué. Je pense que nous, ou notre génération, on est peut-être plus à même de pouvoir le faire, vu que entre nous, il y en a beaucoup qui ont déjà travaillé dans ces banques-là. Donc, on a ce réseau-là. Réunir 50 millions de dollars, je ne pense pas que c'est hors de portée de la diaspora aujourd'hui. Je pense qu'il y en a... C'est faisable. Parmi nous, il y en a même qui ont assez de fortune pour le faire tout seul. Voilà, maintenant, il faut un visionnaire, porte le projet et le fasse. Mais justement, à défaut d'aller vers une banque, parce que c'est pas ça que je veux dire. Bien Il sûr. y a peut-être des alternatives déjà en attendant. Ce ne serait pas une néobanque? Ah oui, bien sûr. Ça pourrait tout à fait être une néobanque dédiée. Et même demain, Ijara a l'ambition C'est ce de que je voulais dire, pouvoir... justement, c'est que, mais bien à sûr. défaut d'une banque, Mais bien sûr. une entreprise comme Ijara, elle, Bien qu'est-ce sûr. que tu pourrais faire demain à terme? Bien sûr. À terme, en fait, vu qu'on opère dans les marchés financiers, on doit commencer par l'investissement. On a mis de l'épargne, on pourrait mettre du crédit. Une fois qu'on a l'investissement, l'épargne, le crédit, Ah oui. voilà. On a les trois jalons. Voilà. les trois jalons. Donc, en fait, nous, souvent, j'ai m'a dit que j'essaye de reconstruire la banque, mais à l'envers. Oui, ouais. Oh, mais c'est clairement ça. En fait, l'idée pour toi, ce serait demain de pouvoir proposer aux gens de la diaspora de pouvoir financer des économies africaines. Parce qu'en fait, ce que tu fais déjà Exactement. aujourd'hui avec les Tout à mamans au fait. pays Tout à fait. qui ont, comment j'appelle ça, chez qui tu Un peu prends des 1000 papiers francs, de 5 000, tout 10 à 000 fait, tout à fait. pour aller le mettre. Exactement. Sur les sur obligations. les obligations. Ça, tu as pu le tout faire à parce fait. que tu as pu le fragmenter, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai pu le fragmenter, j'ai pu m'adosser au partenaire qui est dans le même groupe, à Makeda Asset Management, parce que sinon, je n'aurais pas pu opérer sur les marchés financiers. Donc, c'est vraiment la collaboration entre les deux entreprises, et Jara et Makeda Asset Management, qui a permis de faire en sorte que ce projet voit le jour. Et il faut s'appuyer aussi sur une distribution locale. Ça veut dire qu'il faut aller voir les mamans dans les marchés, discuter avec elles, les convaincre, établir la confiance. Ça fait quand même déjà 3 ans qu'on est au pays, donc on commence déjà quand même à avoir cette confiance en fait, parce qu'en général, bon, Et puis surtout, toi, tu vas taper dans le 40 à 60% d'informels. c'est ça, tout à fait. Donc tu as un gros vivier de personnes Tout à que fait. tu vas chercher. Tout à Tu vas fait. chercher ceux que les autres ont négligés. C'est ça. C'est ça. C'est beaucoup plus de travail, Et voilà. mais- Et maintenant, je pense que la diaspora est prête. Je pense que nous sommes prêts. Et tu veux ramener des offres comme ça pour la diaspora aussi. Voilà, tout à fait. Parce que je sens ce besoin et je pense que toi, comment Bien sûr, on l'a senti hier, tu l'as senti quand tu as fait ton événement À Paris, on ressent de plus en plus. Ça fait tellement plaisir parce qu'il y a encore 10 ans, je voyais des Marocains qui adoraient rentrer chez eux, les autres Africains, et je ne le sentais pas des Camerounais. Et je sens maintenant ce besoin du Cameroun, des Camerounais. Et la phrase qui dit les Camerounais n'aiment pas le Cameroun, je pense que je ne la prononcerai plus après ce que j'ai vu hier. Je pense qu'on aime notre pays, on est dur avec notre pays, mais on l'aime et on a envie de participer. Et j'ai une question que les gens me posent souvent. Oui, mais comment tu es sûr que les 50 milliards que l'État y lève va financer la route? Je leur dis,
Même s'il n'y a que 5 milliards qui financent la route, ben c'est 5 milliards qui financent la route. Si les 45 milliards vont au remboursement de la dette ou à autre chose, ben écoutez, tu l'as dit hier aussi, toutes les sociétés dans le monde, tous les États se sont construits pas à pas. Donc, on ne va pas courir avant de savoir marcher. Donc, posons la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Du moment où tu es remboursé, pourquoi tu te mêles? Il y aura ça. Et plus on sera nombreux à financer, plus on pourra avoir des exigences. C'est ce que tu disais. Le moment venu, si quand l'État lève 50 milliards, 30 milliards viennent de la diaspora, mais on va leur dire, mais comment ça se fait qu'il n'y a que 5 milliards qui est alloué? C'est pas normal. La prochaine fois, on ne vous finance plus. Vous pensez qu'ils ne vont pas se mettre dans les rangs? Mais bien sûr que si. C'est celui qui finance qui dirige. Eh bien, c'est celui qui finance qui dirige. Merci beaucoup, Nelly. Merci à toi. On te souhaite. Et à toute l'équipe. Merci à toi et à toute l'équipe aussi de prendre sur toi, de réaliser un si beau projet. On te souhaite beaucoup de réussite et on espère te revoir très prochainement. Bien sûr. Merci Philippe. Merci. À bientôt. À très bientôt.